Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs milliers de citoyens français partent vivre en Union soviétique. À l'époque, Staline invite tous les Russes d'origine et leurs familles à venir prendre part à la reconstruction du pays. Dès leur arrivée, le piège se referme. Privés de leurs papiers, déchus de leurs droits civiques, ils sont placés de force aux quatre coins de l'Empire et doivent apprendre à survivre en paria comme des citoyens de seconde zone. Abandonnés par la France, l'immense majorité meurt au goulag, ou isolée à des milliers de kilomètres de Moscou. Sur les milliers de Français tombés dans le piège de Staline, quelques dizaines vivent encore aujourd'hui, disséminés sur les territoires de l'ancien empire soviétique. Irina Kotomkina vit à Moscou. Mais pourquoi tu parles russe? Tu peux très bien parler français avec moi. Comment? C'est peu importe. Si, ça importe beaucoup même. Je veux être fière de la façon dont tu parles français. Ce n'est pas pour rien que tu as fait l'école française ici, à Moscou. Babouchka, elle n'arrête pas à traduire. C'est ça. Française, née en 1924, Irina a passé toute sa jeunesse à Paris. Elle est la fille d'exilés russes qui avaient fui le communisme. Mes parents sont russes, archi-russes, on peut dire, parce que mon père est de la Volga et ma mère est sibérienne. Ils se sont retrouvés en émigration après la révolution de 17 et il faut dire qu'il avait participé de 14 à 16 dans l'armée russe, l'armée du tsar. Владимир Ильич Ленин был среди народа, отмечающего свой великий праздник. Octobre 1917. Les bolcheviks renversent le tsar et prennent le pouvoir en Russie. Des combats opposent les communistes, les rouges, aux anciens partisans du tsar, les blancs. Battus militairement, les opposants au nouveau régime sont obligés de fuir leur pays. Le plus grand nombre de ces Russes blancs se rend en France. Parmi eux, le père d'Irina. Il a dû partir parce que, en tant qu'officier de carrière, officier de cadre, il n'avait pas beaucoup de chance à en réchapper. Donc, après le périple qui a commencé à Vladivostok et qui s'est terminé en Crimée, mes parents se sont décidés à aller à Paris, en France, là où il y avait la plus grande partie des Russes intellectuels qui avaient préféré se regrouper à Paris. Enfin, c'était peut-être inné, parce que la France a toujours attiré l'âme russe. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté leur patrie, mais ils pensaient qu'ils ne la quittaient que pour quelques semaines, à la rigueur pour quelques mois, et que que les choses allaient reprendre leur train habituel, celui auquel ils étaient, eux, habitués. Dans leur exil forcé, les parents d'Irina n'ont jamais pu se résoudre à oublier la Russie. La terre de mes ancêtres, c'était la terre vers laquelle je tendais de tout mon être. Parce que ma mère m'avait élevée dans ce désir irrépressible
de rentrer sur cette terre de mes ancêtres dont je connaissais parfaitement l'histoire, la littérature, la langue, bien sûr, et tout. Pour moi, c'était la terre promise. « 65 000 Russes blancs s'installent en France dans les années 20. Nina Basilina est née dans le département de l'Isère en 1932 d'un père et d'une mère russe. Elle a vécu près de Grenoble jusqu'à l'âge de 14 ans. Mon père et ma mère se sont connus en France, à Rio Perro. En famille, bien entendu, c'était les traditions russes étaient conservées, mais outre la maison et la famille, je grandissais, je vivais avec des Français. La communauté russe, elle était vraiment très, très intimement liée, si je puis dire, oui. Les jours de fête, par exemple, on s'habillait en costumes nationaux russes. N'importe quelle occasion était bonne pour se retrouver, pour se regrouper, pour discuter. Parce qu'au départ, probablement, ils avaient tous l'intention de revenir en Russie, mais à condition que le communisme disparaisse, disons, oui. Mais d'année en année, on s'apercevait que le socialisme et le communisme, enfin pas le communisme puisqu'il n'a jamais existé, mais que le régime socialiste s'était instauré pour une longue date. Donc, leur discussion politique s'abrégeait. Oui. Beaucoup avaient perdu l'espoir de revenir en Russie. En 1939, la Seconde Guerre mondiale embrase l'Europe. Rapidement, la France est vaincue par l'Allemagne. En mai, je crois que c'est bien en mai 40, les Allemands entraient dans Paris. Très vite, maman a rassemblé ses élèves en leur disant « Écoutez mes enfants, vous entendez ces piétinements, ce martèlement des bottes allemandes sur le pavé de Paris. Nous ne pouvons pas rester indifférents devant cette chose. Nous devons faire quelque chose. » Тут еще дед есть. Вот, Надюш, смотри, что-то тут я тебе принес какие-то. Тут немножко такой дурдом. Irina Kotomkina a 16 ans lorsqu'elle entre dans la résistance en région parisienne. Voici ma carte du combattant, ça ne court pas les rues, comme on dit, et ma carte de combattant volontaire de la résistance. Ma mission, si vous voulez, consistait surtout à aider les gars qui, eux, faisaient déjà de la résistance armée et active. Et moi, je n'ai jamais tiré sur l'ennemi, mais j'ai toujours aidé les gars prêts à le faire. En juin 1941, l'Allemagne attaque l'Union soviétique, qui devient de fait l'allié de la France libre. Les communistes français rejoignent la résistance. Désormais, pour ceux dont les parents avaient fui le bolchevisme, le communisme prend le visage de leurs compagnons de maquis. Donc, il n'y avait plus de camp de partis à considérer. Il y avait la nécessité de tout faire pour sauver la patrie d'un côté comme de l'autre. Je pense que le fait d'avoir fraternisé avec les Français de gauche, si vous voulez, les FFI et les FTP, dans les maquis français, ce fait-là a certainement joué dans la décision de beaucoup de Russes, de fils et filles d'émigrés, de rentrer dans leur pays ou le pays de leur père. Dès la fin de la guerre, des centaines de citoyens français d'origine russe partent vers l'Union soviétique.
Gleb Ratinsky est professeur de français à l'Université des langues étrangères de Nijni Novgorod, à 500 km à l'est de Moscou. Français né à Lyon en 1926, Gleb Ratinsky a juste 18 ans lorsqu'il décide de tenter l'aventure. C'était l'année 1945, l'Union soviétique venait de vaincre l'Allemagne hitlérienne et elle avait un grand prestige parmi les Français. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, toutes les personnes qui voulaient revenir en Russie avaient le droit de le faire gratuitement, sans payer. Et en effet, beaucoup de Russes, surtout en 1945-1947, sont partis. Quand je suis venu en Novosibirsk, c'est la cousine de ma mère qui m'a accueilli en somme et qui m'a dit, la première chose qu'elle m'a dit, elle a dit, écoutez, tu as fait une grande erreur. Mais enfin maintenant, rappelle-toi qu'on peut venir en Union soviétique, mais on n'en sort pas. Bon, après, j'ai compris que j'avais fait une erreur, j'ai compris. Mais alors, à cette époque, je pensais, peut-être, si ma mère ne vient pas, et je lui ai écrit une lettre, entre parenthèses, mais dans la lettre, j'ai pas pu dire carrément ne viens pas en Russie, c'était des choses pas... On ne pouvait pas dire ceci. Enfin, j'ai essayé de lui faire comprendre, mais elle n'a pas compris. En effet, comme on dit, il n'y a pire sourd que celui qui ne veut rien entendre. Et en effet, après, elle est venue en Russie avec mes deux sœurs. Mon père étant mort, il est mort en France en 40 encore. La nouvelle image très positive de l'Union soviétique au lendemain de la guerre influence les Français d'origine russe dans leur choix du retour. Les relations franco-soviétiques sont excellentes. De Gaulle a pensé qu'il pouvait s'appuyer sur l'Union soviétique pour que la France soit reconnue comme une des puissances victorieuses. Et de ce point de vue-là, il réussit. Et en décembre 1944, il se rend à Moscou, la grande alliée. Cette visite étant suivie d'un traité d'amitié et d'assistance mutuelle. Vive la Russie soviétique! La victoire de Stalingrad a lavé l'URSS de ses fautes passées. Non seulement il y a de l'admiration pour cette Union soviétique qui a triomphé du nazisme, même peut-être aussi un peu de compassion, et on évoque très souvent les 15 à 20 millions de soviétiques qui sont morts pendant cette guerre. Dans un tel climat, on comprend que non seulement on a envie d'avoir de bonnes relations avec l'Union soviétique, mais quand on a des attaches familiales avec elle, de s'y rendre. Alors quand, en plus de cet enthousiasme, en plus de cette caution du Parti communiste et des organisations progressistes, en plus de cette image favorable de l'Union soviétique comme super démocratie, on a l'appel de Staline. Comment ne pas résister? Finalement, on peut même s'étonner qu'il n'y ait pas eu davantage de monde qui soit parti. Le 14 juin 1946, Staline et le Soviet suprême offrent l'amnistie à tous les Russes blancs et les invitent à rentrer en Union soviétique pour prendre part à la reconstruction du pays. Dans le climat si particulier de l'après-guerre, nombreux sont ceux qui croient à la sincérité de Staline. Nikita Krivotcheïn a passé son enfance à Paris, avant de suivre ses parents dans l'enfer soviétique. Imaginons que la guerre ait eu une autre issue, que le Reich en soit sorti victorieux et triomphant, ce qui n'était nullement souhaitable. Imaginons les émigrés anti-nazis allemands, comme Brecht, comme Remarque, comme Marlène Dietrich, comme Thomas Mann, retournant de leur plein gré dans le Reich victorieux. Ça aurait été paradoxal. Ce qui s'est passé avec l'immigration russe relève de ce paradoxe. Au printemps 1948, Nikita Krivotcheïn et sa famille sont partis du port de Marseille pour Odessa sur la mer Noire. En ce qui me concerne, j'avais à peu près 14 ans
Et je percevais ce déplacement comme un très agréable voyage dans un pays dont la religion était la mienne. Et je me disais très bien, et puis l'été prochain, je viens à Paris. Je viens passer mes vacances à Paris. Et le voyage s'est fait comme une croisière agréable, mais déjà les contacts avec l'équipage et la crainte que nous inspirions au personnel, à l'équipage du Rossiya, qui avait peur de nous parler, c'était déjà très étonnant. Et lorsque, à la passerelle de ce Rossiya, nous avons été accueillis par plusieurs camions et des soldats de la NKVD qui nous ont mis dans ces camions, qui nous ont conduits derrière les barbelés, dans un camp de triage, de filtrage, comme on disait. Dans la banlieue d'Odessa, grande fut ma surprise de voir pour la première fois des barbelés et des miradors. Et je me sentais devant un dilemme très, très compréhensible dans ce régime, venant de Janson, n'est-ce pas, où j'étais à Janson, j'étais chez les pères jésuites. Que soit moi, j'avais déraillé, j'étais fou, et que j'étais dans une humanité normale, soit le contraire. Tous étaient fous, et moi je ne l'étais pas. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens, en effet, qui ont averti, qui ont prévenu, qui se sont inquiétés de ces départs. Mais on n'a pas voulu, à coup sûr, les entendre. Il ne faut pas oublier que s'en prendre à l'URSS ou menacer l'URSS ou désigner l'URSS comme étant un lieu dangereux, un lieu de mise en place d'une politique critiquable, voire condamnable, c'était reprendre le discours que tenaient peu de temps auparavant les collaborateurs, Vichy et pire, si je puis dire, le nazisme. Malgré les avertissements, on estime à 8 ou 10 000 le nombre des ressortissants français qui sont partis en Union soviétique. En russe, on les appelle les Vozvrotchentsié, c'est-à-dire ceux du retour, ou encore les retournants. La majorité de ces retournants a fait le voyage en train. Nina Basilina a quitté Grenoble avec ses parents et ses 2 frères. Beaucoup de personnes avaient dit à mes parents qu'il ne fallait pas retourner, qu'on allait être arrêté, etc., etc. Mon père ne voulait rien savoir. On a pris le train et ce voyage a duré 1 mois. 1 mois. On a traversé donc l'Allemagne, la Pologne. Le plus dur, ça a été la Pologne. Parce que les plaines, la neige, il y avait déjà de la neige. La neige, les steppes couvertes de neige. On avait l'impression que ce voyage ne finirait jamais. C'était pas des wagons comme ça, hein. C'était des wagons, je dirais peut-être pour transporter, pas le bétail, mais en tout cas, c'était pas fait pour transporter des gens. Il y avait des espèces de banquettes de 2 côtés, en bois, avec quelque chose dessus, et on était tous les uns à côté des autres. Voilà, de 2 côtés. Et puis on est arrivé à Grodno. Alors là, ça a été la grande surprise. Quand on est descendu du train, je ne me souviens pas d'avoir vu une gare. C'était un terrain. Il y avait des militaires qui nous attendaient. Et avec tous nos sacs, nos petits bagages, oui, on a suivi ces militaires
qui nous ont accompagnés jusqu'à un camp, une espèce de camp, où nous avons tous été, je ne dirais pas logés, le verbe ne convient pas. En tout cas, nous avons été placés dans des espèces de baraquements. C'est dans ce camp de transit que se décidait le sort des retournants. Nina et ses parents ont été envoyés dans le petit village de Novopakrovsk, dans la région de Tambov, à 600 km au sud-est de Moscou. Depuis 55 ans, elle n'était jamais retournée dans ce village. Vous imaginez, après les montagnes, se retrouver dans un paysage comme ça. C'est pas possible. Ouais, c'est encore plus délabré qu'à l'époque. Вот школа. Voilà l'école. Si je vois... Oh, mon... Ой. Rapidement, j'étais la vedette du village. Je ne ressemblais pas aux autres. J'avais d'autres manières, un autre aspect. Mais personne ne m'en voulait, je me suis fait plein d'amis ici. Les couleurs sont autres, mais l'école, elle est la même. Nous, on habitait par là. Je reconnais plus rien maintenant. Скажите, пожалуйста, вот ваш дом, он давно стоит здесь? Наш дом? Да. 20 лет. 22 года. 20, да? Нет, у нас здесь вот на Марье Степановне Курохтина уехал в Липецк. Здесь был вообще один дом только всего, когда мы начали строить. Nina, son frère Nicolas et leurs parents ont vécu dans ce village pendant 1 an et demi. Dès lors, le seul lien de Nina avec sa terre natale a été Lucie Bruxelles, une amie d'enfance avec laquelle elle a réussi à garder le contact. La France, désormais, n'était plus qu'un lointain souvenir. Michel, le frère aîné de Nina, qui était majeur à l'époque, a quant à lui été séparé du reste de la famille dans le camp de transit. Héros de la résistance dans les maquis de Loisan, Michel avait connu les tortures de la Gestapo et s'était évadé de la prison de Lyon. En 1946, lui aussi croyait en la sincérité de l'appel de Staline. Michel, il a été envoyé dans une autre ville que nous. Et je n'ai plus revu mon frère aîné après Grodno. Au départ, on ne savait même pas où il était. Il a été envoyé en Oural, lui. Quand il a été donc dans un camp, bien sûr que nous ne l'avons pas su. Et après, probablement qu'il n'a pas voulu causer d'ennui
aux autres membres de la famille. Et on n'a jamais eu de ces nouvelles. Sous le régime communiste, des millions de personnes ont été séparées de leur famille, sans qu'on sache où elles avaient été envoyées. Ce n'est que 40 ans plus tard, avec la perestroïka et l'ouverture des archives du KGB, que les Russes ont pu savoir ce qu'étaient devenus leurs proches. C'est ainsi que Nina Basilina, lors de ses premiers retours en France, apprendra que son frère Michel, qu'elle croyait mort, avait survécu au goulag. Et c'est à Grenoble, ou plus particulièrement à Visil, que j'ai appris que j'avais une nièce qui habitait Oufa. J'ai failli faire un infarctus à Visil. Sur le champ, j'ai écrit une lettre. Je lui ai écrit une lettre. C'est ta tante qui t'écrit. Je suis la sœur de Michel. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec les 2 filles de mon frère Michel. Et ma maman n'a jamais su que son fils a vécu jusqu'en 1980. Elle qui est morte en 81, elle n'a jamais revu son fils aîné. Comme Michel, dans les premiers mois qui ont suivi leur arrivée, des centaines de retournants furent envoyés au goulag, au-delà du cercle polaire, au bout du monde des vivants. Leur seul crime, être français. C'était le travail forcé, soit du sciage de bois, soit, ce qui était pire, du déchargement de wagons. Paradoxalement, je considère que j'ai eu beaucoup de chance de m'être retrouvé dans les camps, puisque pour la première fois, à l'âge de 23 ans, j'avais 23 ans, j'y ai rencontré en URSS des gens qui enfin étaient comme moi, et moi comme eux. Des gens normaux, qui avaient rejeté ce régime. La plupart des retournants prisonniers du goulag ont péri dans ce qu'Alexandre Solzhenitsyn appelait les camps d'extermination par la faim, le froid et le travail. Dans les mois qui suivent l'arrivée des Français, donc en 1945-1946, les autorités françaises, et en particulier les diplomates français en poste à Moscou, un peu au courant de ce qui se passe en Union soviétique, se rendent compte que les choses ne vont pas si bien que les nouveaux arrivants l'espéraient. Certains d'entre eux parviennent, non sans difficulté, à faire passer des lettres à l'ambassade de France. Pour ces diplomates, nous avons affaire à des cas humanitaires, des cas dramatiques peut-être, mais qui pèsent de peu de poids par rapport à la grande politique. Ils ont eu une grande désillusion. Ils étaient revenus pour aider leur patrie. Et ils pensaient qu'on les accueillerait peut-être pas à bras ouverts, mais enfin quand même. Donc, résultat, au bout de 4-5 mois, certains ont été enfermés dans des camps. D'autres, il y a des personnes qui se sont suicidées. Je le savais, tout ceci, on le savait, n'est-ce pas? Donc je savais très bien que je devais jouer le jeu. Mais à l'intérieur, je comprenais tout ce qui se passait, quoi. J'ai été, enfin, on peut dire, un dissident intérieur, quoi. Vous savez, pour apprécier quelque chose, il faut l'avoir perdu. En étant en France, je ne comprenais pas ceci. Mais là, j'ai compris très vite, parce que toujours, je devais être sur mes gardes. Toujours, partout, en parlant même avec des amis, je pouvais parler franchement, pratiquement, même pas avec ma mère, souvent, parce que ma mère, ça lui faisait, comment dire, du mal peut-être, parce qu'elle comprenait qu'elle, au fond, elle était contente. Elle avait ce qu'elle voulait. Elle sentait qu'elle allait mourir dans sa patrie. Pour elle, c'était ça. Mais elle sentait que pour ses enfants, ce n'était pas ça, justement.
Olga Wiśniewski avait 27 ans lorsqu'elle a quitté Paris avec sa mère, son mari et ses 2 enfants. À son arrivée en Union soviétique, la famille d'Olga a été envoyée en Asie centrale, à 4000 km de Moscou. Pour eux aussi, la désillusion a été grande. Quand on est arrivé au Kazakhstan, on nous a pris nos papiers français, parce qu'on est arrivé avec des passeports français. On nous a pris ces passeports et on ne les a pas rendus, on nous a donné une carte d'identité russe. Évidemment, c'était irréversible. C'était très très dur pour moi de m'adapter. Les gens étaient assez méfiants, à cette époque-là surtout. On ne savait pas très bien qui j'étais. Je n'étais pas une espionne, par exemple, n'est-ce pas? Une personne absolument extraordinaire. Pourquoi venir en Russie? Pourquoi? Il fallait d'abord que je me rééduque, que je me mette au pas avec la vie d'ici. Il a fallu d'abord et faire des études, et travailler, et apprendre un métier, et gagner ma vie. Alors c'était très 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 difficile. Après leur séjour dans le petit village de Novopakrovsk, Nina Basilina et sa famille ont été dirigés vers la ville de Tambov, où Nina est restée une dizaine d'années. Au contraire de beaucoup de retournants français dont les conditions de vie ont été très difficiles, Nina Basilina estime avoir eu de la chance en vivant ici. C'est ici que j'ai connu mon premier amour. Et bien entendu, cela peut-être enrichi, embelli un peu ma vie. Et deuxièmement, c'est dans cette école et à Tambov que j'ai commencé à mener une vie active, comme on disait et comme on dit dans notre pays, une vie active sociale. On m'a toujours élue comme une des membres des jeunesses communistes parce que je suis entrée à l'organisation de Komsomol. C'est là que j'ai commencé, pour ainsi dire, à m'intégrer dans la vie soviétique, si on peut le dire ainsi. Voilà, c'était là, appartement 11. Mais il y avait 2 locataires. On était 2 familles dans une maison, dans un appartement communautaire. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. C'était notre appartement. C'est là que nous avons été logés. Après Novopakrovsk. C'est là, dans cette pièce, qu'on était. Mon père, ma mère et moi. La cuisine était commune avec la famille des voisins, la pièce à côté. Ce qu'on appelle un appartement communautaire. Comment vivait-on? Si vous aviez envie d'aller dans la salle de bain, qu'elle était occupée, il fallait attendre. Mais on essayait de garder, en tout cas, je pense que ma mère, elle a été suffisamment intelligente pour ne jamais avoir de conflit avec la voisine. La cuisine, alors les 2, ma mère et la dame, avaient leur table, et après, chacun s'enfermait dans sa pièce et vivait sa vie.
René Villanchet est né à Lons-le-Saunier dans le Jura, d'une mère et d'un père français. À 17 ans, elle rencontre un jeune Russe avec qui elle a une fille. En 1947, René suit son mari lorsqu'il retourne en Union soviétique. Это ma maman, это mon papa. Да, мамочка. Mes parents, mon frère. Je suis venue en Russie avec ma fille et ma maman et mon mari. Parce que je l'aime, je l'aimais et je suis venue. Inquiète par ce grand voyage, la mère de René décide d'accompagner le jeune couple pour veiller sur eux. Elle est morte sans revoir la France. Si je pouvais parler en russe, je pourrais plus vous écrire ma pauvre vie que j'ai subie. Потому, pourquoi en russe je peux parler très forte, apport, je peux parler puissamment. En français, je bloudis, je perds. Потому, je ne parle avec personne. Quand je suis venue en Russie, au 47 ans, j'étais très jeune. J'avais 17 ans, 18 ans. Je n'ai pas tout compris, ce que j'avais fait, une grande faute. Ma vie était cauchemar. Il aurait fallu plus rester avec ma fille dans ma patrie. Je suis arrivée dans ce village où maintenant j'habite. Après, j'ai été à Moscou. J'ai su qu'il y avait à Moscou Posolsk, ambassade française. Et j'ai résolu, beaucoup de Russes m'ont dit, « Иди au Moscou, посмотри, peut-être tu repartiras dans ta patrie. » J'avais un courage de partir en France. Non, cela n'est pas été. La frontière s'est fermée et je n'ai pu passer. Oh, tout de suite, j'ai très pleuré. Je voulais repartir dans ma patrie. Non, ce n'était pas possible de repartir de suite. Mes papiers, je les ai tous donnés aux ambassades. Ils m'ont rien donné d'autre. Je suis venue à la maison sans papier. J'étais pas beaucoup d'éducation où je pouvais aller à l'autorité russe pour demander comment aidez-moi. Je n'ai pas pu faire cela. J'avais très peur. Je ne comprenais pas что était Russie. J'avais beaucoup de force. J'ai résolu d'apprendre le russe, de comprendre. Abandonné par son premier mari avec ses 3 filles, René se remarie avec un camarade du kolkhoze, avec lequel elle aura 2 fils. Depuis 55 ans, Renée la Française n'est presque jamais sortie de son village de Solnstevo. Bien sûr, 20 ans après, j'aurais voulu partir. Je pouvais partir. Non, je n'avais pas assez d'argent pour partir. Je gagnais que 60 francs. À 60 francs, c'est pas normal pour partir dans ma patrie. Il y a des fois, je pense que je ne peux pas partir en France. À des fois, je voudrais. Et des fois, je voudrais bien sûr la revoir.
toute ma vie, j'ai voulu conserver ce que j'avais obtenu en France. C'est pour cette raison que je suis devenue professeure de français, parce que je sais très bien qu'une langue, ça s'oublie. Je m'intéresse à la France, je m'intéresse à sa culture, à la littérature, je lis beaucoup, et j'inculque à mes élèves, j'essaye en tout cas d'inculquer non seulement l'amour pour la langue, mais l'amour pour ce pays à mes élèves. Donc j'estime que, étant foncièrement russe, oui, je suis quand même un tout petit peu française. Lorsque je pense en français. Et il m'est plus facile de penser en français, de lire en français que de lire en russe. Alors je pense quand même, je suis quand même plus française que russe. Non seulement j'ai pensé revenir en France, mais ce désir s'est installé en moi dès que j'ai vu que j'étais dans un régime totalitaire, mais pour moi c'était un régime de mensonges et de peur et d'oppression et de terreur. J'ai plus qu'envie de quitter l'URSS. Et si on m'avait proposé de m'enlever un bras, une jambe, sans m'anesthésier, j'aurais accepté séance tenante. J'ai fantasmé sur toutes les possibilités de me tirer, de me faire la haie de l'ambassade de France, de m'acheter un billet en Asie centrale, et puisque je marche assez bien dans la montagne, de me crapahuter jusqu'à l'Afghanistan. Tous les scénarios possibles d'évasion m'étaient venus à l'esprit. Heureusement que je ne suis pas passé à l'acte, parce que dans les camps, j'en ai retrouvé beaucoup qui avaient tenté de se tirer, et je ne connais pas un seul exemple d'évasion réussie. Sur les 8 à 10 000 citoyens français partis vivre en Union soviétique, l'immense majorité d'entre eux est morte, sans avoir jamais revu leur terre natale. À la mort de Staline, en 1953, le pays connaît une période de détente. Une deuxième vague de retournants part alors pour l'Union soviétique, persuadée que le régime est en train de s'assouplir. Né en 1937 à Paris, mathématicien diplômé de l'Université de New York, Alexis Sosinski décide de s'installer à Moscou, le centre mondial des mathématiques. À l'époque, j'étais politiquement très naïf. J'étais anticommuniste, d'une part, comme mon père, mais très de gauche. Et j'avais cet espoir, très typique d'ailleurs de certains représentants de l'intelligentsia occidentale, socialisme à face humaine, l'évolution du pays, il y aura dans le sens de la libéralisation. Et j'ai cru pendant très longtemps dans cette possibilité. Et étant vraiment très stupide politiquement, c'est seulement en 1968, avec les événements de Prague, que j'ai compris que le communisme ne peut pas exister sans une composante totalitaire fondamentale. Déçu par le système, Alexis Sosinski décide d'afficher ses idées et signe des lettres de protestation contre le régime. Ces prises de position lui vaudront en 1974 d'être expulsé de l'université où il enseignait. Je crois avoir trouvé le bon moyen de vivre dans un État totalitaire communiste. Je ne peux pas dire
que je me suis lancé dans une résistance active, même sur le tard. Donc c'était plutôt une prise de position négative vis-à-vis du système et un refus de collaborer d'une façon réelle avec l'idéologie dominante. C'était surtout ça. Dans les années 70, des retournants soutiennent les résistants au régime totalitaire et entrent naturellement en dissidence. Parmi eux, un ancien héros de la résistance en France. Alexandre Ougrimov, un ami de mon père de l'époque parisienne, rentré au pays en 1947. Il a été, comme beaucoup d'autres personnes, immédiatement envoyé dans des camps, où il a fait connaissance avec Solzhenitsyn. Rentré après sa libération à Moscou, il a beaucoup participé au mouvement dissident de Solzhenitsyn sans se montrer publiquement. Et il a joué un rôle vraiment très important dans le passage en Occident du document explosif que fut l'archipel Goulag. Il a donné ce document qui était sur un petit microfilm à Alexandre Andreïev, mon cousin, qui s'est chargé de le transmettre en Occident, d'abord en France et ensuite aux États-Unis, où une traduction en fut entreprise immédiatement. Après plus de 15 ans de dissidence, à la fin des années 80, la perestroïka fait souffler un vent de liberté sur l'Union soviétique. Pour la première fois depuis plus de 40 ans, les Français bloqués derrière le rideau de fer se posent la question du retour en France. Je savais d'abord que jusqu'en 90, la question, je ne la posais pas. Parce qu'à cette époque, je ne pensais même pas que ça soit possible de partir de l'Union soviétique. Cette question ne se posait pas du tout. Quand il y a eu l'année, enfin, en 90, quand il y a eu la possibilité d'aller en France, je savais déjà que je ne partirais pas. Parce que à 64 ans, quand la vie est faite, on ne part pas dans un autre pays, n'est-ce pas? C'est trop tard. Следующая остановка – станция метро Кропоткинская, Гоголевский бульвар. При выходе из троллейбуса не забывайте свои вещи. Dans les années 90, de nombreux retournants cherchent à retrouver leur nationalité française, avec plus ou moins de succès. Une dizaine d'entre eux s'est même réinstallée en France. Nina Basilina essaie d'obtenir la reconnaissance de sa citoyenneté française depuis 2 ans. J'ai fait une demande par l'intermédiaire du consulat français à Moscou, mais j'ai reçu une lettre négative de Grenoble, que d'après un décret qui était en vigueur dans ces années-là, je devais avoir vécu au moins 17 ans pour pouvoir demander la nationalité française. Comme j'ai quitté le sol français à l'âge de 14 ans, je n'avais pas le droit de vouloir être française. Pendant plus de 50 ans, Nina Basilina a échangé des centaines de lettres avec Lucie Bruxelles, cette amie qu'elle pensait ne plus jamais revoir. Mais depuis la fin des années 80, Nina est retournée quelquefois à Riou Pérou pour y voir Lucie et le village de son enfance.
Lucie, merci. Chaque fois que je pars, je dis que peut-être je ne reviendrai plus. Et pour moi, chaque fois, chaque voyage, c'est une chose très émouvante. Chaque fois, j'espère revenir. Mais je sais qu'il y aura une fin.